Méfi 06, Méfi 06. L'émission. Bonjour François, Salut merci d'avoir Julia. accepté de venir répondre à nos questions. Avec plaisir. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter Moi, je m'appelle François Piquemal, je suis député de la 4e circonscription de Haute-Garonne. C'est une circonscription qui prend un quart, un tiers quasiment de Toulouse, voilà, pour être plus indicatif. Tu milites sur les questions du logement depuis très longtemps, notamment avec le droit au logement. Qu'est-ce qui t'a amené à militer sur ces questions? Alors, il y a toujours deux facteurs d'engagement quand on demande aux gens. Il y a un facteur de déterminisme un petit peu qui est familial ou qui est lié, on va dire, à notre entourage au sens large, qui se révèle à nous quand on a conscience justement qu'il y a beaucoup de déterminisme dans la société. Et puis, il y a toujours une part de circonstances et même d'événements intimes qui font qu'à un moment, il y a une injustice qui nous tient à cœur, en tout cas qui nous frappe et contre laquelle on veut agir. Et pour la circonstance, moi, j'étais en colocation avec des amis et qu'un nouveau propriétaire voulait qu'on parte avant le bail, avant la fin du bail. Et c'est comme ça que j'étais au droit au logement pour connaître mes droits et je trouvais qu'ils étaient efficaces dans leurs conseils puisque ça nous a permis d'avoir une négociation avec le propriétaire en plus de gagner des mois de loyer. Et en arrivant là-bas, en fait, ce que j'ai vu, c'est des bénévoles qui accueillaient des gens qui avaient des problèmes de logement bien plus importants que les miens. Et ça m'a paru très concret comme forme de militantisme et très intéressant parce qu'il s'agissait d'organiser collectivement les mal logés pour obtenir des victoires pour eux, c'est-à-dire des relogements en l'occurrence. Et ici à Nice, il y a le DAL Nice que j'ai eu l'occasion de rencontrer à maintes reprises et qui a le mérite d'exister et d'être très vaillant. La Fondation Abbé Pierre a publié un rapport en fin d'année dernière sur le mal logement sur le territoire de la métropole de Côte d'Azur. On ne pourra pas voir tout dans le détail, mais qu'est-ce que tu peux retenir de ce rapport? D'abord, globalement, nationalement, c'est une grande crise du logement qu'on traverse, puisqu'il y a 14 millions de personnes qui sont fragilisées par rapport à ça, 300 000 sans-abri, des loyers qui n'ont cessé d'augmenter, un gouvernement qui est loin d'être volontariste sur la question, puisqu'il ne donne plus d'argent, notamment au secteur HLM, pour construire du logement social ou en rénover, et on a 2,4 millions de personnes qui attendent un logement social. Ça, c'est le contexte un peu global qui n'est pas glorieux et qui est même très inquiétant. Et il se trouve qu'à Nice et en Alpes-Maritimes particulièrement, on a des communes, ça a été relevé par la Commission nationale de la loi SRU, qui ne font aucun effort pour produire ou pour rénover du logement public. Ce qui fait qu'il y a plein de gens ici dans votre ville qui n'ont pas accès au logement digne ou abordable, et même ailleurs. Et c'est problématique parce que ça contribue à alimenter la crise du logement et à malheureusement dégrader la vie des gens. À Nice, et tu l'avais vu quand tu étais venu au Liseron avec le DAL 06, oui. Le taux de suroccupation des logements est très élevé. Face à la situation plus qu'alarmante, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors j'étais venu au Liseron, d'ailleurs c'est dans mon rapport Allons en rue, j'étais venu avec Zora Briand du DAL qui m'avait fait visiter les Liserons et on avait vu des logements mais vraiment d'une indignité, et, très délabrés, plein d'humidité, vraiment ça avait été assez marquant. Il y a toujours deux leviers, il y a le levier associatif, militant de base comme le fait le droit au logement et d'autres associations ou des collectifs, des syndicats, c'est-à-dire d'essayer d'organiser les gens pour qu'ils portent leur voix auprès des institutions qui en sont responsables. Bon, c'est compliqué. Et il y a le levier politique qui est pas moins compliqué, qui est de faire des propositions concrètes sur tout un tas de sujets, dont en matière de logement, en disant que nous, par exemple, on peut investir, quand on dit qu'on va investir 12 milliards d'euros dans la rénovation des logements, c'est aussi, par exemple, sur le quartier des Liserons, permettre qu'il y ait des rénovations lourdes qui s'opèrent sur les logements dégradés et indignes. Il faut bien se dire que ce n'est pas souvent quand on dit ça, on dit oui, mais c'est beaucoup d'argent, comment on va faire? Ça veut dire mobiliser des entreprises qui ne sont pas formées quand on parle de la rénovation thermique et phonique. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la situation était bien plus catastrophique. Beaucoup de villes avaient été bombardées, il y avait des villes entièrement rasées, et il y a eu un effort national de fait, une planification
qui a permis rapidement, quand je dis rapidement, c'est pas en un an, mais en une décennie, 15 ans, 20 ans, de changer totalement et de rénover et de construire énormément de logements pour répondre à une demande qui était nécessaire. Donc c'est une volonté politique, un choix politique. Et nous, ce qu'on porte avec la France Insoumise, c'est de dire que justement, la rénovation thermique et phonique des logements, la construction de logements publics à haute performance énergétique, ça fait partie de la planification écologique qu'on porte. Et c'est un horizon qui est bon pour les gens, évidemment, qui vont y vivre, pour les travailleuses et travailleurs parce que ça crée de l'emploi, pour la planète, et puis du coup ça donne une espèce de vision commune pour l'ensemble de la société sur laquelle avancer. Tu nous as dit que militer dans les Alpes-Maritimes, c'était aussi pas aussi évident qu'ailleurs. Entre nous, on se dit souvent qu'à Nice, et plus largement dans le 06, c'est un laboratoire un peu d'expérimentation. Déjà, effectivement, militer à Nice et dans les Alpes-Maritimes, moi je tire mon chapeau à toutes celles et ceux qui le font parce qu'on sait que politiquement c'est un bastion de la droite, voire de l'extrême droite. Donc quand on est militant de gauche comme nous, avec des valeurs ouvertes sur le monde et de justice sociale et au niveau écologique, bah, c'est pas évident. Et je pense que c'est aussi pour ça que quand je viens, j'ai plaisir à voir les gens parce que je sais que celles et ceux qui sont hyper importants, c'est ceux qui tiennent les lignes là où ils sont un peu esselés et il faut leur donner de la force, évidemment. Ça, c'est la première chose. La seconde, tu parlais de la xénophobie, de l'islamophobie, du racisme de manière générale. C'est sûr que c'est quelque chose qui prend toute la société et qui est en train de créer, on l'a vu sur le projet de loi immigration, une sorte d'arc de dévoiement qui va des Républicains en passant par une grande partie de la Macronie jusqu'au Rassemblement national et qui cache une islamophobie souvent latente d'ailleurs et qui montre aussi une déliquescence morale et intellectuelle, y compris de camps politiques qui, avant, même si on pouvait évidemment ne pas être d'accord avec eux, avaient des éléments qui étaient structurés, notamment par l'après-Seconde Guerre mondiale et ce qui s'était passé à ce moment-là. Tout ça a volé en éclats. Pour autant, quand tu parles de sécurité, moi j'estime que M. Estrosi, M. Ciotti et leur parti, et le RN d'ailleurs, sont très mauvais en fait en matière de protection des personnes. C'est des gens qui ne cessent de rabâcher depuis des décennies qu'ils sont les candidats de la sécurité, qui sont aux affaires. Les ministres de l'Intérieur, c'est Sarkozy, c'est Hortefeux, c'est Claude Guéant, c'est Darmanin, c'est Castaner, c'est Cazeneuve, c'est Manuel Valls. Je ne peux pas dire que ce soit des insoumis, hein, franchement. Et pour autant, c'est quoi leur bilan? S'ils n'arrêtent pas de verser des larmes de crocodile aujourd'hui en disant « oui, la société est décivilisée ou ensauvagée », bon, ce qui est une discussion d'ailleurs discutable, mais totalement même, c'est aussi leur bilan après tout. Il continue à y avoir de l'insécurité et il y en aura malheureusement certainement toujours. La question, c'est comment on fait une politique efficace de protection des personnes. Et c'est pas en mettant plein de caméras de vidéo-surveillance ou de drones, en fait, que tu règles les problèmes à la racine. Alors, régler les problèmes à la racine, ça veut dire mettre des services publics là où il n'y en a plus, que ce soit dans les villes ou à la campagne, mettre de la police du quotidien de proximité, qui est une police qui est là pour rassurer les gens, pas pour faire des interpellations choc, parce qu'elle sert aussi à faire du renseignement territorial, justement pour s'en prendre peut-être au gros bonnet des réseaux, et donc donner des moyens à la police judiciaire pour faire des enquêtes de long cours. Tout ça, c'est une mise en système qui n'est pas du tout en place aujourd'hui, et qui ne fait que accentuer certains problèmes. Et donc, les politiques qui disent nous on est les garants de la sécurité, moi j'ai un maire comme ça à Toulouse, il est nul, enfin je veux dire leur bilan est totalement nul, c'est-à-dire qu'il y a une prolifération des points de deal dans des lieux où il n'y en avait pas avant, parce que c'est la politique de l'autruche, parce que c'est la politique du chiffre, mais on ne regarde pas les problèmes à la racine. Donc finalement il ne faut pas avoir peur de ça. Moi je dis la protection des personnes, jusqu'à preuve du contraire, c'est nous les meilleurs. Voilà, les autres, ils démontrent de mandat en mandat qu'en fait, ça marche pas. Ils disent qu'ils sont la sécurité, mais ça marche pas. Sur la loi asile-immigration, donc c'est un peu l'avènement de ces théories racistes. Et qu'est-ce que tu retiens de cette séquence médiatique? Bon, c'est un basculement qui avait été un peu opéré, on le voyait sur certaines propositions de loi.
Mais là, disons, ça a fracturé une partie de la Macronie, puisque 25% des députés macronistes n'ont pas voté cette loi immigration, quand 100% des Républicains et du Rassemblement national l'a voté. Le RN a raison de dire que c'est une victoire idéologique. Et à partir de là, nous, ce qu'on doit dire, c'est bien sûr déplorer la situation, parce qu'elle rend la vie difficile à des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui sont braves et qui participent à notre pays, mais aussi que les gens prennent acte que la politique migratoire de M. Darmanin, de la Macronie, des Républicains, du RN, c'est la même. J'ai tendance à dire que c'est vraiment la loi qui s'est peut-être le plus construite sur des fake news. Les chiffres, les termes à partir desquels M. Darmanin et le gouvernement ont construit cette loi, avec les Républicains, c'est ceux de Zemmour et de Le Pen, qui, on le sait, sont des chiffres erronés. Bon, il y a plein d'études, notamment l'Institut Convergence sur l'immigration, qui a fait des études très sérieuses là-dessus, qui sont erronées pour parler de ce sujet. Donc on a bâti une loi sur des fantasmes, sur des choses qui n'existent pas, puisque si on regarde à l'échelle de l'Union européenne, la France accueille 4 fois moins qu'elle ne devrait, eu égard à sa population, à son PIB. On est, je crois, le 6e pays européen à accueillir, alors qu'on devrait être dans les 3 premiers. Donc on n'est pas à la hauteur de notre tradition d'accueil. Bon, on est, à mon avis, complètement à côté de la plaque. En plus, ça donne une image à l'international qui est vraiment pas bonne, qui nous rétrécit, qui nous rabougrit, qui, du point de vue des pays où on a des personnes qui sont francophones, bah, ça leur donne pas non plus envie de continuer les liens avec nous, alors que justement la francophonie pourrait être une vraie chance pour que la France conserve une voix au niveau international, au niveau de la solidarité entre les peuples notamment. Peux-tu nous raconter un moment militant qui t'a particulièrement marqué? Oh là là, attends, si j'en ai un. Bah, en fait, ce qui me marque souvent, je pourrais citer Simone et Christiane à Nice, c'est bien connu, ça c'était assez marquant parce que je vais parler de celui-là parce qu'il est assez intéressant. Parce que Simone et Christiane, donc c'est pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est 2 jumelles qui vivaient dans un appartement depuis 75 ans. Elles étaient occupantes sans droit ni titre, c'est-à-dire qu'elles étaient locataires mais sans avoir de contrat. Pour autant, elles payaient un loyer, elles faisaient même le ménage dans l'immeuble. Et un nouveau propriétaire arrive et il décide de les expulser. Comme elles n'ont pas de contrat, l'expulsion est facilitée. Et au même moment où il y a cette affaire qui sort, on étudie la proposition de loi d'Aurore Berger et de Kasbarian qui est inspirée du RN. C'était déjà ça. C'était la loi dite anti-squat qui en vérité était une loi anti-locataire qui visait à criminaliser justement les occupants sans droit ni titre. Donc ça veut dire que Simone et Christiane, si la loi avait été appliquée au moment où elles étaient dans le logement, elles auraient été passibles de plusieurs mois de prison et d'amendes considérables qu'elles ne pouvaient pas payer. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que Simone et Christiane, c'est des personnes de nationalité française qui ont des prénoms qui correspondent totalement au dogme du Rassemblement national, qui prétend faire de la préférence nationale, et qu'en fait là on a un cas concret de personnes qui sont expulsées, dont on voit le visage, dont on connaît l'histoire, ce qui est très rare généralement. Et pour autant, le Rassemblement national a été le premier à porter ces idées de sanctionner les locataires ou les occupants sans droit ni titre qui avaient des difficultés à payer leur loyer. Ce qui montre bien en fait le fond de leur pensée. Quand ils disent oui, les Françaises et les Français d'abord. D'abord, statistiquement, c'est déjà le cas. Mais ensuite, eux n'en ont rien à faire. C'est d'abord les Françaises et les Français, oui, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui ont les moyens. Donc ça montre un petit peu l'escroquerie intellectuelle qu'est le Rassemblement national. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau propriétaire, il veut faire du Airbnb dans le logement, et que ceux qui défendent Mordicus, le lobby Airbnb, quand on fait des propositions de loi dessus, c'est le Rassemblement national, parce qu'ils défendent la petite propriété spéculative. En l'occurrence, c'est la grande, hein, parce que nous, on n'a rien contre les gens qui mettent leur logement personnel en Airbnb pour boucler leur fin de mois. On peut les comprendre, évidemment. Mais on parle des grands propriétaires. Et donc là, on voit qu'en fait, sur les questions de logement, c'est assez révélateur parce que le vernis social du RN craque totalement quand on rentre dans ces questions. Enfin, si tu avais un livre à nous partager sur ces questions ou plus largement sur
Ah, sur le militantisme, oh là là, enfin, peut-être sur le logement. sur le mais logement, ça serait- il y a justement un sociologue qu'on avait fait venir aux Amphis qui s'appelle Camille François, qui a fait un livre sur les expulsions locatives, donc qui montre un petit peu tout le processus, qui est vraiment très très intéressant pour parler de ça. Mais après, moi je dirais, puisqu'on est à Nice, je dirais Romain Gary, La promesse de l'aube, parce que c'est vraiment un parcours de logement en fait. C'est intéressant parce que le début du roman, il est, je crois, en Russie ou en Pologne, et sa mère est sans le sou. C'est une mère seule qui élève son enfant, et c'est souvent les mères seules avec enfants qui ont des problèmes de logement particulièrement. Ils se font expulser, et puis ils arrivent dans son adolescence à Nice. Là, on ne sait pas trop comment, mais elle a réussi à rehausser sa situation. Elle est gérante d'une résidence hôtelière, donc la vie va mieux pour eux. Mais une fois arrivé à Paris, il est étudiant, et comme beaucoup d'étudiants, de jeunes, il galère pour payer son loyer. Et donc, il va voler des croissants dans un bar-restaurant. Donc, on retrouve la précarité des jeunes. Et puis, bon, c'est un livre humaniste qui montre l'antisémitisme qui pouvait exister à l'époque, le racisme vis-à-vis des migrants, et qui n'a pas disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, Romain Gary et sa mère à Nice, si c'était M. Estrosi ou M. Ciotti au pouvoir, ils n'auraient pas certainement été accueillis. Et c'est dommage parce que c'est un des livres qui parle le mieux, à mon avis, avec le plus d'attrait de la ville de Nice. Donc voilà, je finirai là-dessus. Puis c'est un grand livre humaniste de manière générale. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose Non, bah juste merci à toi et force à la France Insoumise de Nice. Super, merci beaucoup. Merci.